Les habitudes des individus. Chapitre 1. La boucle des habitudes. Comment fonctionnent les habitudes? Les habitudes apparaissent parce que le cerveau cherche constamment des moyens de réduire ses efforts. La boucle des habitudes. Le processus avec notre cerveau est une boucle en 3 étapes. Tout d'abord, il y a un signal, un déclencheur qui indique à votre cerveau de passer en mode automatique et quelles habitudes adopter. Ensuite, il y a la routine, qui peut être physique, mentale ou émotionnelle. Enfin, il y a une récompense qui aide votre cerveau à déterminer si cette boucle particulière mérite d'être mémorisée pour l'avenir. Signal, routine, récompense. Au fil du temps, cette boucle devient de plus en plus automatique. Le signal et la récompense s'entremêlent jusqu'à ce qu'un puissant sentiment d'anticipation et d'envie émerge. Finalement, une habitude naît. Lorsqu'une habitude émerge, le cerveau cesse de participer pleinement à la prise de décision. Il arrête de travailler si dur ou détourne l'attention sur d'autres tâches. Donc à moins que vous ne combattiez délibérément une habitude, à moins que vous ne trouviez de nouvelles routines, le schéma se déroulera automatiquement. Les habitudes ne disparaissent jamais vraiment. Et ces sont codés dans les structures de notre cerveau. Si nous apprenons à créer de nouvelles routines neurologiques qui surpassent ces comportements, si nous prenons le contrôle de la boucle des habitudes, nous pouvons mettre ces mauvaises tendances au second plan. Et une fois que quelqu'un crée un nouveau modèle, des études l'ont démontré, faire du jogging ou ignorer les beignets devient aussi automatique que n'importe quelle autre habitude. Les habitudes, tout comme la mémoire et la raison, sont à la base de notre comportement. Nous ne nous souvenons peut-être pas des expériences qui créent nos habitudes, mais une fois qu'elles sont ancrées dans notre cerveau, elles influencent notre façon d'agir, souvent sans que nous nous en rendions compte. Exemple, McDonald's et enfants. Lorsque les enfants sont affamés et que vous rentrez chez vous en voiture, après une longue journée, il est logique de vous arrêter chez McDonald's. C'est bon marché et c'est bon. Un repas d'aliments transformés ne peut pas être si mauvais. Non. Mais des habitudes apparaissent sans notre permission. Des études indiquent que les familles n'ont généralement pas l'intention de manger régulièrement de la restauration rapide. Ce qui se passe, c'est qu'une fois par mois devient lentement une fois par semaine, puis 2 fois par semaine. Au fur et à mesure que les indices et les récompenses prennent l'habitude, jusqu'à ce que les enfants consomment une quantité malsaine de hamburgers et de frites. Il existe de nombreux indices et récompenses dont la plupart des clients ignoraient qu'ils influençaient leur comportement. Chaque McDonald's se ressemble, les employés disent les mêmes choses, donc tout est un indice constant pour déclencher une routine alimentaire. Les frites sont conçues pour commencer à se décomposer dès qu'elles touchent votre langue, pour apporter un peu de sel et de graisse le plus rapidement possible, illuminant ainsi vos centres de plaisir et bloquant ainsi votre cerveau. Tout pour la boucle des habitudes. Chapitre 2. Le cerveau qui a envie de fumer, comment créer de nouvelles habitudes? L'envie est ce qui fait fonctionner les indices et les récompenses. L'envie est ce qui alimente la boucle des habitudes. Trouvez un indice simple et évident. Définissez clairement les récompenses. Les habitudes créent des envies neurologiques. Lorsque nous associons des indices à certaines récompenses, une envie subconsciente émerge dans notre cerveau qui déclenche la boucle des habitudes. Comment créer une nouvelle habitude? Créer un signal, une routine et une récompense, puis cultiver une envie qui fait tourner la boucle. Un signal et une récompense à eux seuls ne suffisent pas pour qu'une nouvelle habitude dure. Ce n'est que lorsque votre cerveau commence à s'attendre à la récompense, envie d'endorphine ou sentiment d'accomplissement, qu'il deviendra automatique de lasser vos chaussures de jogging chaque matin. Le signal, en plus de déclencher une routine, doit également déclencher une envie de récompense à venir. Exemple de dentifrice. Claude Hopkins ne vendait pas de belles dents. Il vendait une sensation. Une fois que les gens ont eu envie de ces picotements frais, une fois qu'ils l'ont assimilé à la propreté, le brossage est devenu une habitude. Alors que tout le monde se brosse les dents, moins de 10 des Américains appliquent un écran solaire tous les jours. Pourquoi? Parce qu'aucune envie n'a fait de la crème solaire une habitude quotidienne. L'envie est ce qui détermine les habitudes. Et trouver comment susciter une envie rend la création d'une nouvelle habitude plus facile. Chapitre 3. La règle d'or du changement d'habitude. Pourquoi la transformation se produit? On ne peut jamais vraiment éteindre les mauvaises habitudes. Pour changer une habitude, vous devez plutôt suivre l'ancien signal et offrir l'ancienne récompense, mais insérer une nouvelle routine. C'est la règle: si vous utilisez le même signal et que vous offrez la même récompense, vous pouvez modifier la routine et les habitudes. Presque tous les comportements peuvent être modifiés si le signal et la récompense restent les mêmes. Alcoolique anonyme. L'AA a réussi parce qu'elle aide les alcooliques à utiliser les mêmes signaux et à obtenir la même récompense, mais elle change la routine. Le programme oblige les gens à identifier les indices et les récompenses, ce qui encourage leurs habitudes alcooliques. Puis
puis les aide à trouver de nouveaux comportements. Pour changer une vieille habitude, il faut répondre à une vieille envie. Vous devez conserver les mêmes repères et récompenses qu'auparavant et satisfaire votre envie en insérant une nouvelle routine. Souvent, l'intoxication elle-même ne fait pas partie de la liste. Les alcooliques ont envie de boire un verre parce que cela leur permet de s'évader, de se détendre, de se retrouver en compagnie, d'atténuer leurs angoisses et de se libérer de leurs émotions. Ils peuvent avoir envie d'un cocktail pour oublier leurs soucis. Mais ils n'ont pas forcément envie d'un cocktail pour oublier leurs soucis. Les effets physiques de l'alcool sont souvent l'un des aspects les moins gratifiants de la consommation d'alcool pour les toxicomanes. Les AA vous obligent à créer de nouvelles habitudes pour ce que vous devez faire chaque soir au lieu de boire. Les méthodes AAS ont été affinées pour devenir des thérapies qui peuvent être utilisées pour perturber presque tous les schémas. Souvent, nous ne comprenons pas l'envie qui anime nos comportements tant que nous ne les recherchons pas. Un exemple convaincant les alcooliques qui croyaient qu'un pouvoir supérieur était entré dans leur vie étaient plus susceptibles de traverser les périodes de stress avec leur sobriété intacte. Ce n'était pas un Dieu qui importait, c'était la croyance elle-même qui faisait la différence. Une fois que les gens ont appris à croire en quelque chose, cette compétence a commencé à se propager à d'autres aspects de leur vie. Moi, j'ai de leur entour chez la vie, mais moi j'ai une idée, c'est bon, des idées, jusqu'à ce qu'ils commencent à croire qu'ils pouvaient changer. La croyance a été l'ingrédient qui a transformé une habitude retravaillée en un comportement permanent. Même si vous donnez de meilleures habitudes aux gens, cela ne corrige pas la raison pour laquelle ils ont commencé à boire. Ils finiront par passer une mauvaise journée et aucune nouvelle routine ne leur donnera l'impression que tout va bien. Ce qui peut faire la différence, c'est de croire qu'ils peuvent faire face à ce stress sans alcool. Les AA apprennent à croire en quelque chose jusqu'à ce qu'ils croient au programme et à eux-mêmes. Si ça a marché pour ce type, je suppose que ça peut marcher pour moi. Les groupes et les expériences partagées ont quelque chose de puissant. Les gens peuvent être sceptiques quant à leur capacité à changer s'ils sont seuls, mais un groupe les convaincra de suspendre leur incrédulité. Une communauté crée la croyance. Le changement se produit chez d'autres personnes. Lorsque des personnes rejoignent des groupes où le changement semble possible, la possibilité que ce changement se produise devient plus réelle. La croyance est plus facile lorsqu'elle se manifeste au sein d'une communauté. Si nous conservons le même signal et la même récompense, une nouvelle routine peut être insérée. Mais cela ne suffit pas. Pour qu'une habitude perdure, les gens doivent croire, dans mon rugibonio, les jeunes doivent croire que le changement est possible. Et le plus souvent, cette croyance n'émerge qu'avec l'aide d'un groupe. Chapitre 4. Les habitudes clés. Quelles habitudes comptent le plus ? Habitudes essentielles. Certaines habitudes ont le pouvoir de déclencher une réaction en chaîne et de modifier d'autres habitudes au fur et à mesure qu'elles évoluent dans une organisation. En d'autres termes, certaines habitudes sont plus importantes que d'autres pour repenser les entreprises et les vies. Ce sont des habitudes essentielles qui peuvent influencer la façon dont les gens travaillent, mangent, jouent, vivent, dépensent et communiquent. Les habitudes clés déclenchent un processus qui, au fil du temps, transforme tout. Selon les habitudes de Keystone, le succès ne dépend pas de la bonne gestion des choses, mais de l'identification de quelques priorités clés et de leur transformation en niveau puissant. Les habitudes qui comptent le plus sont celles qui, lorsqu'elles commencent à changer, délogent et redessinent d'autres modèles. Les familles qui ont l'habitude de dîner ensemble semblent élever leurs enfants avec de meilleures compétences en matière de devoirs, des notes plus élevées, de meilleures capacités émotionnelles et une plus grande confiance en eux. Pour détecter les habitudes essentielles, il faut rechercher certaines caractéristiques. Les habitudes clés offrent ce que l'on appelle dans la littérature universitaire de petites victoires. Ils aident d'autres habitudes à s'épanouir en créant de nouvelles structures et ils établissent des cultures où le changement devient contagieux. Les petites victoires font partie de la façon dont les habitudes fondamentales entraînent des changements à grande échelle. Les petites victoires sont l'application régulière d'un petit avantage. Une fois qu'une petite victoire a été réalisée, des forces se mettent en mouvement pour favoriser une autre petite victoire. Les petites victoires stimulent des changements transformateurs en exploitant de minuscules avantages dans des modèles qui convainquent les gens que de plus grandes réalisations sont à portée de main. Petites victoires. Les petites victoires ne se combinent pas sous une forme ordonnée, linéaire et sérielle, chaque étape étant un pas démontrable vers un objectif prédéterminé. Le plus courant est le cas où les petites victoires sont éparpillées, comme des expériences miniatures qui testent des théories implicites sur la résistance et les opportunités et mettent au jour à la fois des ressources et des obstacles qui étaient invisibles avant que la situation ne s'aggrave. Les habitudes essentielles encouragent le changement en créant des structures qui aident d'autres habitudes à s'épanouir.
Les habitudes fondamentales nous transforment en créant des cultures qui mettent clairement en évidence des valeurs que, dans le feu d'une décision difficile ou d'un moment d'incertitude, nous pourrions autrement oublier. Chapitre 5. L'habitude du succès. Quand la volonté devient automatique, la volonté est l'habitude clé de voûte de la réussite individuelle. La volonté n'est pas qu'une compétence. C'est un muscle qui se fatigue au fur et à mesure qu'il travaille plus fort. Il reste donc moins de puissance pour d'autres choses. Si vous voulez faire quelque chose qui demande de la volonté, comme courir après le travail, vous devez conserver votre volonté pendant la journée. Si vous l'utilisez trop tôt pour des tâches fastidieuses, comme la rédaction de courriels ou le remplissage de formulaires ennuyeux, vous aurez perdu toutes vos forces à votre retour à la maison. L'expérience de la volonté 29 personnes se sont inscrites à un programme de gestion financière de 4 mois. Les participants devaient se priver du luxe et ont été invités à tenir des registres détaillés de tout ce qu'ils ont acheté. Les finances des gens se sont améliorées au fur et à mesure que le programme progressait, mais il y a eu aussi des effets secondaires. Ils fumaient moins de cigarettes, buvaient moins d'alcool et de café, mangeaient moins de malbouffe et étaient plus productifs au travail. Au fur et à mesure que les gens renforçaient leur volonté, dans une partie de leur vie, cette force se répercutait sur ce qu'ils mangeaient ou sur leur dur labeur. Une fois que la volonté est devenue plus forte, elle a tout touché. C'est pourquoi il est si important d'inscrire les enfants à des cours de piano ou à des sports. Cela n'a rien à voir avec la création d'un bon musicien ou d'une star du football. Lorsque vous apprenez à vous entraîner pendant 1 heure ou à courir 15 tours, vous commencez à développer votre force d'autorégulation. Comment la volonté devient une habitude en choisissant un certain comportement à l'avance, puis en suivant cette routine lorsqu'un point d'inflexion arrive. Lorsqu'on demande aux gens de faire quelque chose qui demande de la maîtrise de soi, s'ils pensent le faire pour des raisons personnelles, s'ils pensent que c'est un choix ou quelque chose qui leur plaît parce que cela aide quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins pénible. S'ils ont l'impression de ne pas avoir d'autonomie, s'ils ne font que suivre des ordres, leurs muscles volontaires se fatiguent beaucoup plus rapidement. Chapitre 6. Le pouvoir de la crise. Créer des habitudes par accident et par le design. Il peut sembler que la plupart des organisations font des choix rationnels sur la base de décisions délibérées, mais ce n'est pas vraiment ainsi que les entreprises fonctionnent. Les entreprises sont plutôt guidées par des habitudes organisationnelles de longue date, des modèles qui découlent souvent de décisions indépendantes prises par des milliers d'employés. Les routines réduisent l'incertitude. Les routines fournissent des centaines de règles non écrites dont les entreprises ont besoin pour fonctionner. Ils permettent aux travailleurs d'expérimenter de nouvelles idées sans avoir à demander l'autorisation à chaque étape. Ils fournissent une sorte de mémoire organisationnelle qui permet aux managers de ne pas avoir à réinventer le processus de vente tous les 6 mois ou à paniquer chaque fois qu'un vice-président quitte. Les routines réduisent l'incertitude. L'un des avantages les plus importants des routines est qu'elles créent des trêves entre des groupes ou des individus potentiellement belligérants au sein d'une organisation. Les entreprises ne sont pas des familles, ce sont les champs de bataille d'une guerre civile. Les habitudes organisationnelles offrent une promesse fondamentale: si vous suivez les modèles établis et respectez la trêve, les rivalités ne détruiront pas l'entreprise, les profits augmenteront, et finalement, tout le monde deviendra riche. Les trêves ne sont durables que lorsqu'elles créent une véritable justice. Si une trêve est déséquilibrée, si la paix n'est pas réelle, les routines échouent souvent au moment où elles sont le plus nécessaires. La création d'organisations performantes n'est pas simplement une question d'équilibre entre les pouvoirs. Pour qu'une organisation fonctionne, les dirigeants doivent adopter des habitudes qui créent un sentiment de paix réel et équilibré, et, paradoxalement, indiquent clairement qui est responsable. Une entreprise aux habitudes dysfonctionnelles ne peut pas faire volte-face simplement parce qu'un dirigeant l'ordonne. Les dirigeants avisés recherchent plutôt les moments de crise ou créent l'impression d'une crise et cultivent le sentiment que quelque chose doit changer jusqu'à ce que chacun soit enfin prêt à abandonner les habitudes avec lesquelles il vit au quotidien. Chapitre 7. Quand les entreprises prédisent et manipulent leur habitude. Les premières choses, les causes que vous voyez en entrant dans l'épicerie sont les fruits et légumes disposés en tas attrayants et abondants. Si nous commençons notre virée shopping en faisant le plein de produits sains, nous sommes beaucoup plus susceptibles d'acheter des Doritos ou des pizzas surgelées lorsque nous les trouverons plus tard. Les habitudes d'achat des gens sont plus susceptibles de changer lorsqu'ils traversent un événement majeur de leur vie. Lorsqu'une personne se marie, par exemple, elle est plus susceptible de commencer à acheter un nouveau type de café. Les chansons autocollantes sont ce que vous vous attendez à entendre à la radio. Votre cerveau veut secrètement cette chanson parce qu'elle est si familière à tout ce que vous avez déjà entendu et aimé. Cela semble juste. Les zones du cerveau qui traitent la musique sont conçues pour rechercher des modèles et rechercher de la familiarité.
Notre cerveau a besoin de musique familière parce que la familiarité est la façon dont nous parvenons à entendre sans nous laisser distraire par tous les sons. C'est pourquoi les chansons qui vous semblent familières, même si vous ne les avez jamais entendues auparavant, sont collantes. Notre cerveau est conçu pour préférer des modèles auditifs qui ressemblent à ce que nous avons déjà entendu. Lorsque Céline Dion sort une nouvelle chanson et qu'elle sonne comme ses chansons précédentes, notre cerveau aspire inconsciemment à sa reconnaissabilité et la chanson devient collante. Nous réagissons aux signaux et aux récompenses et, sans réfléchir, nous commençons à chanter ou nous tournons la main et changeons de position. Si vous habillez un objet neuf selon de vieilles habitudes, il est plus facile pour le public de l'accepter. Chapitre 8. Comment se produisent les mouvements? Habitudes sociales, comportements qui se produisent de façon irréfléchie chez des dizaines, des centaines ou des milliers de personnes et qui sont souvent difficiles à percevoir dès leur apparition mais qui ont le pouvoir de changer le monde. Les habitudes sociales sont ce qui remplit les rues de manifestants qui ne se connaissent peut-être pas, qui peuvent marcher pour différentes raisons mais qui vont tous dans la même direction. Les habitudes sociales sont la raison pour laquelle certaines initiatives se transforment en mouvements qui changent le monde tandis que d'autres échouent. À la base de nombreux mouvements se trouve un processus en 3 étapes qui, selon les historiens et les sociologues, se répète encore et encore. Un mouvement naît en raison des habitudes sociales d'amitié et des liens étroits qui unissent des connaissances proches. Elle se développe en raison des habitudes d'une communauté et de la faiblesse des liens qui unissent les quartiers et les clans. Et cela perdure parce que le leader d'un mouvement donne aux participants de nouvelles habitudes qui créent un nouveau sentiment d'identité et un sentiment d'appartenance. Ce n'est que lorsque les 3 étapes de ce processus sont remplies qu'un mouvement peut devenir autopropulsé et atteindre une masse critique. Nos relations les plus profondes ont tendance à être avec des personnes qui nous ressemblent, gagnent à peu près la même somme d'argent et viennent d'un milieu similaire. Il y a un instinct ancré dans l'amitié, une sympathie qui nous rend prêts à nous battre pour quelqu'un que nous aimons lorsqu'il est traité injustement. Des études montrent que les gens n'ont aucun problème à ignorer les blessures d'un étranger. Mais lorsqu'un ami est insulté, notre sentiment d'indignation suffit à surmonter l'inertie qui rend généralement les manifestations difficiles à organiser. Le pouvoir des liens faibles représente les liens qui relient des personnes qui ont des connaissances en commun, qui sont membres des réseaux sociaux, mais qui ne sont pas directement liés par les liens d'amitié solides eux-mêmes. Les connaissances faibles sont souvent plus importantes que les amis forts, car les liens faibles nous donnent accès à des réseaux sociaux auxquels nous n'appartenons pas autrement. Les habitudes de pression des pairs, les habitudes sociales qui encouragent les gens à se conformer aux attentes du groupe. Les habitudes de pression des pairs se propagent souvent par le biais de liens faibles, et ils acquièrent leur autorité grâce aux attentes de la communauté. Lorsque les liens solides d'amitié et les liens faibles liés à la pression des pairs fusionnent, un changement social à grande échelle peut commencer. Pour qu'une idée dépasse le cadre d'une communauté, elle doit devenir autopropulsée. Et le moyen le plus sûr d'y parvenir est de donner aux gens de nouvelles habitudes qui les aident à déterminer eux-mêmes où aller. Les mouvements n'apparaissent pas parce que tout le monde décide soudainement de faire face à la même direction en même temps. Ils s'appuient sur des modèles sociaux qui commencent par l'habitude de l'amitié, se développent à travers les habitudes des communautés et sont soutenus par de nouvelles habitudes qui modifient le sens de soi des participants. Chapitre 9. La neurologie du libre arbitre. Sommes-nous responsables de nos habitudes? The Switch. Au fur et à mesure que notre corps entre et sort des différentes phases de repos, notre structure neurologique la plus primitive, le tronc cérébral, paralyse nos membres et notre système nerveux, permettant à notre cerveau de réaliser des rêves sans que notre corps en ne bouge. Pour les joueurs pathologiques, les accidents évités de justesse ressemblaient à des victoires. Leur cerveau a réagi presque de la même manière. Mais pour un joueur non pathologique, un échec de justesse était comme une perte. Les différences neurologiques réelles ont un impact sur la façon dont les joueurs pathologiques traitent l'information. Ajouter un échec de justesse à une loterie, c'est comme verser du kérosène sur un feu. Et chaque ticket à gratter est conçu pour vous donner l'impression d'avoir presque gagné. Une fois que vous avez compris que les habitudes peuvent changer, vous avez la liberté et la responsabilité de les refaire. Si vous pensez que vous pouvez changer, si vous en prenez l'habitude, le changement devient réel. C'est le véritable pouvoir de l'habitude, l'idée que votre habitude correspond à ce que vous choisissez d'être. Une fois que ce choix se produit et devient automatique, il n'est pas seulement réel, il commence à paraître inévitable.